Est-ce que les Canadiens sont sensibles à l'environnement? L'environnement est à la base de notre survie dans notre planète. Même la notion d'environnement, il n'y a pas de mot pour ça dans les langues autochtones. On est partie de l'environnement, c'est-à-dire que c'est nous. L'eau, l'air, l'environnement, les sols, la dégradation, tout ça c'est gratuit. Okay, tant que c'est gratuit, ben, ça rentre pas dans l'économie. S'il n'y a pas d'environnement, j'existe pas. Là, c'est à la mode d'être dans la rue et après, bon, de rentrer chez soi et de faire comme d'habitude. Là, la stratégie de communication de certains écologistes, c'est de semer la terre à un mob. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des gens qui sont complètement terrorisés, qui ne savent pas quoi faire. Puis, ils vont nous dire qu'ils font de l'éco-anxiété. Je pense que le Canada priorise le développement économique davantage que la question environnementale, comme la très grande majorité des pays. On le sait et on ne fait rien. On étant moi, étant vous, étant surtout ceux et celles qui décident et qui nous amènent dans leur jeu. On peut avoir beaucoup de technologies, mais il y a certains choix qui ne font pas de sens. Il y a certains endroits où on ne devrait pas mettre une mine, même s'il y a du minéral, parce qu'à cause des questions sociales, à cause des questions écosystémiques, on ne peut pas tout régler avec la technologie. Le Sud n'est pas les points d'extraction du Nord. Le Sud n'est pas un grand projet minier qui s'est ouvert pour les Nord. Les mines, c'est des sources importantes de ce qu'on appelle en économie les externalités négatives. L'implantation d'une mine vient à détruire un habitat, soit une forêt, des marécages, etc., simplement pour l'implantation de la mine elle-même. Donc là, il y a déjà un niveau d'impact parce qu'on a rasé une forêt, on a creusé un trou dans le sol, on a implanté des chemins, on a un chemin de fer. Tout ça, ça crée des fragmentations de l'écosystème. Après ça, les mines utilisent beaucoup d'eau. Il n'y a pas une mine qui n'est pas un puits d'eau énorme. Souvent, les mines sont dans des endroits où il n'y a pas d'eau. Ça, c'est la grande ironie. Dans les mines des Andes en Argentine, ce sont des mines qui utilisent une énorme quantité d'eau dans un endroit qui est complètement désertique. Puis cette eau-là qui va être utilisée par la mine va être contaminée en plus parce que cette eau-là va être contaminée avec les produits qui sont issus des traitements des minéraux, etc., avec le cyanure. Après ça, il y a la génération des énormes quantités de rejets, donc toutes ces roches, etc. En principe, on dirait, ben, la roche, c'est la roche, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Oui, mais ces roches-là étaient dans la terre, et là, on la prend, on va la relier, etc., et on va créer un résidu, puis qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la mettre dans des bassins mélangés avec de l'eau, puis on va créer des énormes bassins où on va stocker ça presque de façon éternelle. C'est un cocktail de produits qui ont été utilisés pour le traitement des minéraux, plus des minéraux qui eux-mêmes contiennent des métaux lourds, etc. Donc c'est un cocktail très toxique qui lessive tranquillement, pendant des décennies. Donc on n'a pas besoin d'avoir des grands déversements comme ça qui sortent dans les nouvelles. On a un problème qui est plus chronique, si vous voulez. Et finalement, la mine est aussi une source de gaz à effet de serre, parce qu'il faut penser que quand on voit la machinerie qui est impliquée dans la mine, les transports de minéraux, etc., il y a un énorme impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre par unité des minéraux qu'on obtient. C'est pas une surprise. Donc, à la base de tout ça,
il y a une chaîne de négligence. On ne connaît pas tous les risques, on ne connaît pas tous les problèmes qui pourraient se poser, donc peut-être qu'il y a des choses effectivement qu'on n'a pas envisagées dans la loi. L'autre zone grise qui existe, c'est qu'il y a toujours une possibilité d'avoir des dérogations, de passer outre la réglementation pour diverses raisons. Ça peut être à la charge à ce moment-là de la compagnie minière de justifier pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas respecter tel ou tel critère environnemental, et l'État peut dans ce cas-là accepter malgré tout le plan de développement et donner un certificat d'opération, d'autorisation. Il y a des endroits où on est habitué d'avoir des mines ou des exploitations de type industriel, alors que d'autres sont orientés vers l'agriculture ou la foresterie. Et donc, l'arrivée d'un projet minier va être très perturbant parce que les gens ne se projettent pas nécessairement dans ce type d'industrie-là. Les compagnies minières canadiennes vivent un certain paradoxe. À la fois, elles amènent quelque chose de positif, particulièrement économiquement, dans plusieurs milieux. Enfin, c'est l'impression qu'elles ont et aussi que plusieurs milieux souhaitent avoir. Hein. Les projets sont bien accueillis dans beaucoup de cas. Par contre, il y a le risque de conflit et d'accentuer des tensions qui sont déjà présentes. Dépendamment des pays, c'est ça, il y a des processus de consultation qui sont obligatoires ou non, plus ou moins appliqués. Ces protocoles, c'est plus qu'un feuille de route, c'est plus qu'un checklist. C'est vraiment comme un document où les Autochtones expriment ces normes internes, ces valeurs, ces interprétations sur les droits à la consultation et au consentement, ces compréhensions ancestrales sur la façon interne de construire un consensus et aussi une façon de négocier avec l'État. De acuerdo al Convenio 169 de la OIT, en territorios habitados por pueblos indígenas, el requisito, digamos, primordial es que se tenga la consulta, es un derecho de los pueblos, pero no se realiza. Incluso algunas industrias mineras sostienen que no existen pueblos indígenas, digamos, ¿verdad? En el área donde ellos llegaron. Hay casos donde se ha tenido que desarrollar peritajes antropológicos para demostrar la existencia de los pueblos indígenas, a pesar, por supuesto, que la gente en la tradición oral te puede contar, ¿verdad? Que su abuelo nació ahí, que su bisabuelo, que su papá, todo ese orden cronológico se tiene, pero es como que hay que demostrar, ¿verdad? No solo al Estado, sino también a las empresas, la existencia de los pueblos desde épocas millénaires. Mais souvent, c'est ça, la décision ne leur appartient pas, c'est plutôt un gouvernement régional ou national qui va accorder les droits d'exploitation. L'objectif, en général, c'est de, entre guillemets, de faire passer le projet. Hein, et les compagnies ont investi, ont amené le projet jusque-là, donc ils sont bien attachés à leur projet et ils souhaitent que ça aille de l'avant. La question du temps est importante. C'est clair que le temps d'une communauté, ce n'est pas le temps d'une compagnie. Cette différence de compréhension, c'est épistémologique. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la moyen de s'auto-organiser politiquement. Il y a beaucoup d'endroits où on essaie d'accélérer les choses, de faire en sorte que les règlements soient moins contraignants, que l'information soit au même endroit, donc pour que les processus officiels, en tout cas, soient accélérés, mais si les communautés auparavant n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leurs craintes, leurs préoccupations, que le projet se déroule sans avoir tenu compte de ce genre de choses, il y a des chances que le projet soit arrêté. Et donc ça, pour la gestion de risque de la compagnie, c'est catastrophique. En fait, un projet qui arrête pour des raisons de mésentente avec les communautés locales, c'est très coûteux, puisqu'une fois que le projet est en construction ou qui est en opération, le nombre de personnes mobilisées, les équipements qui sont sur place, aussitôt que ça arrête, ces affaires-là, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Mais si on le regarde seulement du point de vue local, on n'a pas compris la logique du système. Apporter de l'énergie dans une communauté, gérer l'eau, parce que les mines, la plupart du temps, gèrent l'eau, dans une communauté, ça c'est positif. La formation des gens,
avoir besoin de personnel, former les gens. Moi, j'ai fait ça déjà. Ça aussi, c'est positif parce que ça va rester. Okay, autrement dit, souvent, ça fait hurler des copains écolos quand je dis ça, mais ça correspond à ça. On transforme des ressources naturelles en ressources humaines. Okay, puisque c'est ça le résultat. Quand la mine est partie, on a détruit de l'environnement, mais on a formé des gens. Required 500 separate approvals. 500. 500. Just think of the number of people that have to produce that document, the number of people that have to check those documents, the number of people those people who check it have to report to, and think how non-productive that activity is. And a large part of that is caused by the pressure applied on politicians by groups who Greg earlier referred to, who exercise pressure and believe that by stopping development, they are serving a lofty and higher cause. The NGOs and the people who are demonstrating against us, be that at Pascalama, and spread information and publish reports that are full of falsehoods, do not have to play the game by the same standards that we do. We play the game by being accountable. We play the game by being transparent. And most importantly, we play the game by providing a means to alleviate poverty and to alleviate that cycle of poverty in which thousands, tens of thousands of these people have been caught. The good Lord did not put gold deposits in the middle of Manhattan or Paris. The good Lord picked, for some unique and obscure reason, to put gold into areas like the middle of the Tanzanian jungle, on top of the Andes Mountains, in remote communities where the options to escape poverty are nil. And Barrick comes, and our other mining companies come, and I'm talking about the responsible mining community, and provide tens of thousands of jobs, and that means 100,000 opportunities for people who otherwise would not have those. The demonstrators, they should really ask themselves, what alternatives do they offer to those people to escape this cycle of poverty? You know, today, Barrick is one of the few remaining Canadian champions in the industrial scene. We heard and we read much about the demise of many Canadian champions. We lost just in the last 18 months the standard bearers of the Canadian mining industry. That was an industry that built this country. The Falconbridges, the Incos, the Norandas, they all gone. Barrick is here to carry the flag. Barrick operates in more countries than any other Canadian company, and I must say to you, and you know that as well as I do, that we've done that in contrast to many others of our Canadian international companies, with neither protection from the government nor subsidy from taxpayers. We've done it on your brains, on Greg's brains, and our efforts on our own. So for me, as a former Filipino citizen, I'd rather have the Philippines not develop. I'd rather have the resources in the Philippines intact with no mining corporations, because we have lived for centuries without mining corporations. Why should we be allowing this mining corporation to come to the Philippines and kill our lands?